merci beaucoup. Ça marche? Vous m'entendez? Donc voilà, Lucifer, donc merci pour la présentation et pour l'invitation. Voilà, ingénieur chez Amosys, donc qui a financé ma thèse. Donc je ne représente pas Amosys particulièrement, mais donc je travaille pour eux actuellement. Donc c'est une PME en fait de cybersécurité à Rennes, donc qui fait un petit peu de R&D. Et donc je participe à des projets à la fois de R&D, j'ai aussi une décharge de recherche. Donc je continue également en fait, disons, dans la lancée de ces travaux-là. Et donc je vous présentais donc mes travaux de thèse que j'ai donc pu entreprendre avec mes deux directeurs de thèse, Pierre-Alain Fouque et Alexandre Termier, si vous connaissez, et également avec Christine Largouette, donc c'est des chercheurs à l'IRISA. Et je vous parlais donc en particulier donc de détection d'anomalies et de test d'unimodalité, qui est un domaine un petit peu moins connu généralement en data mining. Alors, donc, on fait du data mining, donc on cherche à extraire des informations intéressantes depuis les données que vous avez. Donc, il y a plusieurs tâches de data mining que vous pouvez avoir. Vous pouvez essayer de chercher des tendances. Vous pouvez essayer de chercher, peut-être que j'ai le pointeur qui fonctionne aussi. Ouais, super. Vous pouvez essayer de chercher des groupes, vous pouvez essayer de chercher des anomalies. Vous pouvez aussi chercher qui est-ce qui achète du lait. Donc, globalement, en fait, c'est que voilà, vous avez ces petites briques-là. Et on essaye, parce qu'on ne les utilise pas directement, on va essayer de les appliquer en fait dans certains contextes. Et on les combine et généralement on a des jolis papiers qui montrent de jolis pipelines comme ça avec plein de petites briques pour une certaine tâche. Donc ici en particulier c'est une tâche de détection d'intrusion. Donc on voit voilà, on a de l'agrégation, du clustering, du scoring, changement de la détection de changement. Donc beaucoup de choses. Plein de pipelines comme ça, très jolis, ça marche très bien, il n'y a aucun problème en théorie. En pratique, quand vous dites, donc c'est ce que j'ai dû faire, ou sûrement vous aussi vous le faites régulièrement, c'est que vous avez un beau papier comme ça, vous voulez implémenter cet algorithme, et vous vous rendez compte qu'en pratique, c'est un peu plus ça. C'est-à-dire que ce sont de vrais, clairement un peu, pour le dire familièrement, un peu des usines à gaz. Et c'est pas si simple que ça en a l'air. Donc généralement, en fait, vous avez des pipelines qui sont assez conséquents, beaucoup de choses à implémenter ou à coordonner. Vous avez également des composants qui sont dans le pipeline qui ne sont pas détaillés. Donc ça arrive aussi. Donc ça, c'est un petit peu dommage aussi. Et vous avez notamment aussi beaucoup de paramètres. Donc plus vous mettez des briques, généralement, plus vous avez des paramètres à tuner, à modifier. Et un petit point aussi assez intéressant, c'est que les paramètres généralement que vous avez dans ces briques un peu de data mining, généralement, ils ne sont pas facilement interprétables. Et vous n'avez pas disons, généralement de manière en fait, de les fixer. Donc ça, c'est un petit peu les problèmes qu'on peut rencontrer en pratique quand on essaye d'appliquer ce genre de pipeline. Alors ce que j'ai essayé de faire donc, pendant ces 3 années de test, c'était un petit peu de simplifier donc, ces tâches de data mining. Alors qu'est-ce que ça veut dire simplifier? C'est de développer des méthodes qui demandent un petit peu moins d'expertise en termes de machine learning, qu'un utilisateur en fait, puisse les utiliser, quelqu'un qui n'est pas du domaine puisse globalement les utiliser, avec un petit peu d'interprétabilité, c'est-à-dire qu'on utilise des paramètres qui ont du sens. Et je me suis aussi particulièrement intéressé au contexte de streaming, donc du temps réel en particulier. Donc j'ai essayé aussi de développer des algorithmes efficaces pour certaines tâches de data mining. Alors on essaye de simplifier, mais pas trop. Et donc on voulait quand même développer des nouveaux algorithmes en fait, qu'on puisse appliquer dans de nombreux contextes. Donc en fait on voulait quand même garder leur aspect générique. Et tout ça en fait c'est possible grâce notamment aux statistiques. Alors je vais vous expliquer un petit peu le détail de la présentation. Donc au début je vous parlerai de détection d'anomalies et j'aborderai plus précisément en fait le problème de seuillage et je présenterai en fait un moyen de créer des seuils intelligents. Ça nous mènera vers donc, un algorithme que nous avons développé qui permet de faire donc, de la détection d'anomalies en temps réel avec ce seuillage intelligent qui s'appelle Spot et avec une application en détection d'intrusion. Donc c'est une sonde réseau en fait basée sur cet algorithme-là. Et ensuite, donc, je vous parlerai de test d'unimodalité, donc qui est généralement pas très connu comme domaine. Je vous expliquerai un petit peu en fait, le lien entre les 2 parties. Et donc, on a développé un nouveau test. Et je vous présenterai notamment le mécanisme en fait, qu'il y a derrière ce test.
comment on le généralise à des distributions multivariées. Et on verra que ça a un lien assez étroit avec le clustering. Donc on verra en fait comment est-ce qu'on peut se servir de ce test pour faire du clustering. C'est parti pour la détection d'anomalies. Alors, détection d'anomalies, globalement, ça a l'air assez magique comme ça. Globalement, en fait, les détecteurs d'anomalies que vous avez, ils sont très forts pour faire une chose, c'est scorer. C'est-à-dire que vous lui donnez des données en entrée, et lui, ce qu'il va fournir, c'est un score. Généralement, c'est un degré d'anomalie. C'est-à-dire que si votre donnée semble très anormale, vous allez avoir un score très élevé. Donc ça, globalement, ils sont très très forts pour faire ça. Et donc, globalement, en fait, ils font un tri, disons, pertinent des données en termes d'anomalies. Mais à la fin, on ne veut pas juste des scores. On veut voilà, véritablement faire une décision, enfin produire une décision et dire quand est-ce que ce score-là est vraiment anormal ou quand est-ce qu'il est normal. Donc à la fin, généralement, c'est l'utilisateur qui fait cette décision-là. Et qu'est-ce qu'il fait? On va mettre un seuil. Un seuil de décision, c'est que si vous êtes au-dessus d'une certaine valeur, vous êtes déclaré comme une anomalie. Sinon, vous êtes une donnée normale. Donc, vous avez quelque chose d'assez intelligent, un truc, on va dire, un petit peu moins intelligent. Mais globalement, il faut, disons que la magie souvent de cette partie-là s'évapore avec le choix du seuil. Donc, utiliser un seuil, a priori, ce n'est pas un problème. Disons que ça semble nécessaire. Par contre, c'est qu'il y a plusieurs aspects de ce seuil qui ne sont pas traités. Généralement, c'est que, en pratique, quand moi je veux mettre mon détecteur d'anomalie, qu'est-ce que je mets comme seuil? Donc là, on ne sait pas trop. Et généralement aussi, c'est qu'est-ce que ce seuil signifie. Si on dit faut que je mette un seuil de 550, 550, des fois le score il n'a aucun sens. Donc on met 550, mais on n'a aucune interprétabilité de ce que signifie ce seuil. En pratique, il y a deux manières en fait, de mettre des seuils. Soit vous le mettez en dur. Donc ça, c'est la grande majorité des détecteurs d'anomalies. Il y en a même certains en fait, qui ne proposent même pas de mettre de seuil. Ils vous mettent juste l'AUC de votre détecteur d'anomalies. Et après, débrouillez-vous. Donc le seuil en dur, donc, disons que ça peut marcher dans des contextes précis. Mais évidemment, si vous voulez un petit peu changer de contexte ou mettre un seuil, on va dire, de manière assez précise pour pas que vous ayez trop de faux positifs, ça va vous demander une certaine quantité d'expertise ou de temps. Donc ça, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, qui est un peu plus maligne, qui est de fournir des seuils probabilistes. Donc, globalement, en fait, c'est des quantiles que l'on calcule. Donc c'est des méthodes qui sont un peu plus adaptables parce qu'elles vont s'adapter un petit peu plus aux données. Elles ont un sens puisqu'elles fournissent un quantile, donc c'est un sens probabiliste. Mais ce côté un peu malin, ça se paye au moyen d'une hypothèse de distribution. Pour faire simple, on dit les scores sont gaussiens et donc on trouve un quantile. Voilà. Donc on fait une grosse hypothèse en fait pour fixer un seuil malin. Donc c'est bien, mais c'est encore pas tout à fait ça. Alors on s'est intéressé à est-ce qu'on peut fournir des seuils qui soient un petit peu mieux que ceux que je viens de présenter. Donc je vais partir en fait d'un exemple pour vous expliquer un petit peu la démarche. Donc j'ai des données, des paiements par carte de crédit. Donc, par exemple, c'est mes données à moi. Et vous êtes une banque et vous voulez mettre un seuil tel que si je dépasse ce seuil-là, ça déclenche une alerte. Donc, par exemple, si je dépense 250 € un jour, la banque va avoir une petite alerte, il se passe quelque chose de bizarre. Alors, par contre, vous êtes une banque un peu maligne, c'est-à-dire que vous ne voulez pas juste un seuil comme ça, hop, 150, juste en regardant des données, c'est que vous voulez quand même un seuil qui a du sens, et je vais reprendre notamment un seuil qui a un sens probabiliste. En gros, ce qu'on cherche, c'est on va chercher un quantile, alors c'est un quantile à un certain niveau, tel que en fait, la probabilité de le dépasser soit très faible, avec Q, donc qui est un paramètre en fait, défini par l'utilisateur, donc par la banque. Et on veut par exemple que ce paramètre-là puisse être vraiment très faible, par exemple 10 puissance moins 8 ou 10 puissance moins 10, aussi faible que l'on veut. Parce que comme ça, si une fois j'ai une observation qui dépasse ce seuil-là, comme elle est très improbable, je vais dire que c'est une anomalie. C'est ce sens-là. Donc je cherche un petit peu ce quantile-là. Il y a plusieurs méthodes. La première méthode, l'approche empirique, c'est-à-dire que je vais mettre par exemple Q égale 1%, et je vais couper mes données, 99% à gauche, 1% à droite, et je vais mettre le seuil entre les deux. Donc ça, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est que je vais être extrêmement dépendant des données que j'ai. C'est-à-dire que mon quantile ZQ va être forcément dans mes données. Donc je vais être bloqué dans ces données-là.
et ça risque de me créer pas mal de faux positifs. C'est-à-dire que par exemple ici, si je prends des paiements à 110 ou 120, ben, il va être déclaré comme anomalie, alors qu'ils sont potentiellement normaux. Et le deuxième problème que ça engage, c'est que j'ai une résolution qui est assez faible, dans le sens où je ne peux pas prendre Q aussi faible que je veux. Si je veux Q égale 1 sur 1 milliard, ben, si je veux quelque chose de précis, il va me falloir 1 milliard de données. Donc là, c'est un petit peu contraignant en termes de résolution. Je ne peux pas le prendre aussi faible que je veux avec une quantité raisonnable de données. Alors, deuxième technique, vous l'avez tous vu, ça ressemble quand même à une loi exponentielle. Donc bah là, c'est le Graal. Quand on arrive à fitter un modèle, bah là, c'est parfait, je peux calculer tout ce que je veux. Et je peux notamment calculer mon quantile ZQ tel que voilà, l'air sous la courbe ici soit égal à Q. Donc ça, c'est vraiment parfait. Ça, on va dire que même c'est l'idéal quand on peut avoir ça. Mais en fait, c'est toute cette démarche qu'on vient de faire là. Bah, je dois regarder les données, me dire « Ah, ça ressemble quand même à une loi exponentielle ». Donc en fait, j'ai toute une étape, je dirais, d'expertise manuelle que je dois faire. Et le deuxième problème aussi, c'est que bah, je dois quand même à un moment dire ces données, elles sont distribuées sur une loi exponentielle. Je dois faire une hypothèse de distribution. Et ça, c'est assez fort. Parce que dans le vrai monde, si vous êtes une banque, vous n'avez pas un client, vous avez potentiellement plein de clients. Et là, votre modèle, ben, ça ne fonctionne plus du tout. Et donc pour plusieurs raisons, parce que vous pouvez avoir plusieurs clients, ou même parce que les habitudes de vos clients changent. Et donc bah là, évidemment, le modèle exponentiel, ça ne fonctionne pas du tout. Donc on voit que les approches empiriques ou par modèle, disons que ça ne s'adapte pas très bien. Alors si je reviens sur ces données-là, on se dit, on a l'intuition que bon, mon seuil, un peu comme dans le cas exponentiel, il doit être dans cette zone-là. J'ai cette intuition-là, ça a l'air assez raisonnable. Le problème, c'est que je me dis, c'est qu'ici, je ne connais rien. J'ai aucune donnée, je connais strictement rien, et j'aimerais quand même pouvoir calculer un quantile, donc estimer quelques probabilités. J'aimerais bien faire ça. La question, c'est est-ce que c'est vraiment possible ici où je ne connais rien? La réponse est oui, c'est possible, grâce en fait, à une théorie qui n'est pas forcément connue, disons, mais qui est assez puissante, qui est la théorie des valeurs extrêmes, qui est basée sur un théorème voilà, qui est du début du XXe siècle, qui dit que globalement, quand vous avez une distribution, on va dire peu importe la distribution que vous avez, les queues de distribution qu'elle a, elles ne peuvent pas être de 36 sortes différentes. En fait, elles peuvent être que de 3 types. Votre queue de distribution, soit elle est bornée, ce qui veut dire que des événements après une certaine valeur sont improbables, comme par exemple la loi uniforme sur un intervalle, soit votre queue de distribution elle est en décroissance exponentielle, donc par exemple bah, la loi normale, ou, troisième possibilité, vous avez une distribution à queue lourde, et là, bah, dans ce cas-là, ça signifie que les événements extrêmes, ils ont quand même une probabilité non négligeable d'apparaître. Donc ça, c'est le théorème qui est assez fort, qui permet de dire que globalement, peu importe la distribution que vous avez, le bord, enfin les bords de part et d'autre, est soit borné, soit exponentiel, soit lourd. Alors ça, c'est bien parce que c'est assez générique. Donc comment est-ce qu'on va se servir de tout ça en pratique? Eh ben, vous avez des données, comme par exemple les données de carte de crédit. Et bah là, c'est le côté qui est un petit peu compliqué, c'est bah, trouver justement le bord de ma distribution. Et il faut que j'essaye d'estimer, bah, disons que la queue de distribution la plus vraisemblante au regard de mes données. Donc il y a pas mal de techniques pour le faire. Souvent, c'est plutôt quelque chose qui est assez compliqué. On utilise des estimateurs de maximum de vraisemblance qui sont assez raisonnables, mais il y a des estimateurs qui sont un petit peu mieux. Mais c'est quand même quelque chose qui, en termes d'optimisation, qui est assez compliqué à faire. Ça nécessite quelques astuces. En fait, pour vous donner un petit peu l'intuition, je reviens, mais vous imaginez que quand vous faites une recherche dans cet espace de fonctions, on va dire, là, vous avez ici des fonctions qui sont continues mais pas dérivables. Là, vous avez des fonctions C infini. Là, vous avez peut-être des fonctions qui sont plusieurs fois dérivables mais pas autant de fois qu'on veut. On se doute, on a un petit peu l'intuition que quand on fait une recherche là-dedans, ça se fait un petit peu dans la douleur, quoi. Donc ça montre un petit peu que estimer votre queue de distribution, c'est quand même pas une chose simple à faire. Mais ça se fait. Donc une fois qu'on a notre queue de distribution, et ben en fait on a un modèle justement de cette zone extrême où j'avais aucune information. Et quand on a un modèle, et ben comme dans le cas de la loi exponentielle, on peut calculer ce qu'on veut.
Et en particulier, on va pouvoir calculer un quantile ZQ avec Q aussi faible que je veux. Donc c'est comme ça qu'on utilise en pratique la théorie des valeurs extrêmes pour calculer un quantile ZQ. Vous avez vos données, vous fixez donc le paramètre Q et on vous sort un seuil, donc ZQ. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me dire, ou si je dis n'importe quoi, à vous manifester. Hein, c'est un petit peu moins solennel normalement que ma présentation de thèse. Donc on a un seuil qui est assez, on va dire, qui a un sens probabiliste et qui s'adapte à un peu n'importe quelle distribution. Et on va s'en servir pour trouver des anomalies dans des flux de données. Comment on fait ça? Finalement, en fait, à ce niveau-là, c'est pas très compliqué. C'est au début, vous avez vos données. Donc là que j'ai représenté avec un petit histogramme. Et la première phase qui est un peu, donc moi j'appelle ça une phase de calibration, mais c'est en gros une phase d'apprentissage. C'est donc vous fixez la valeur du paramètre Q. Alors globalement, en termes de données, vous avez besoin de, on va dire en pratique, 1000 ou 2000 données. Ça, je parle un peu des valeurs, hein, ça ne restera pas obscur. Et ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on va fixer un premier seuil T. En pratique, c'est un quantile empirique qui est assez élevé. En fait, il permet de délimiter la queue de distribution. Donc, par exemple, je vais prendre un quantile à niveau 98 ou 99%. Et donc, toutes les données qui sont au-dessus, en fait, ça va être mes données de queue de distribution. Et ces données-là, je vais m'en servir pour faire mon fit. Donc, je vais avoir une jolie queue de distribution. Et quand j'ai fait mon fit, je peux calculer mon premier seuil ZQ avec un niveau Q désiré que j'ai mis en input. Donc ça, c'est, je dirais, ma phase d'apprentissage, ma calibration de l'algorithme. Ensuite, comment est-ce que je traite le flux? Soit ma valeur est au-dessus du seuil, donc dans ce cas-là, elle n'est pas prise en compte et je peux déclencher une alarme. Soit, en fait, elle n'est pas plus haute que le seuil, mais elle est quand même dans la queue de distribution. Donc dans ce cas-là, en fait, je vais mettre à jour mon modèle. Je vais refaire un fit. Et si ma donnée elle est normale, dans ce cas-là, j'en tiens pas compte. Donc ça, c'est les étapes, je dirais, finalement, une fois qu'on a un seuil qui est pas trop mal, on peut s'en servir et le mettre à jour constamment. Donc en fait, c'est un modèle qui est assez dynamique. Ça va s'adapter aux données qui voient au fur et à mesure du temps. C'est pas il apprend une fois, il exécute. C'est il apprend une fois pour démarrer et après il se met à jour. Alors, est-ce que oui, peut-être après je vais avoir des exemples. Alors, je vous parlais donc d'un petit exemple en détection d'intrusion. J'ai travaillé un petit peu là-dedans. Disons, le contexte, assez basiquement, c'est que si j'observe une certaine statistique sur un réseau, ça me permet de détecter certaines attaques. Donc ça, c'est vraiment un contexte, disons, une expertise, voilà, je dirais, quelconque. Et d'un point de vue de l'utilisateur qui ne connaît pas forcément ça, il va se dire, bon, ok, il faut que j'observe ça, mais je ne sais pas du tout comment cette statistique se comporte, et je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un comportement normal ou malveillant. Donc le but, c'est dans ces cas-là, où on est un petit peu à l'aveugle, on va pouvoir utiliser l'algorithme. Donc je vous donne les paramètres, et je crois que j'ai une petite vidéo pour vous montrer. Alors, je vais commenter en live. Donc, je vois au cours du temps donc, ma statistique. Je vais me servir des premières données en fait ici pour faire mon apprentissage. Et donc là, j'ai un premier seuil en orange qui se crée. Et tous les petits ronds, ce sont donc les valeurs qui sont au-dessus du seuil. Elles sont très resserrées, donc c'est pour ça que vous avez plein de petits ronds tout le temps. Et donc, ce seuil, il n'est pas constant. Il varie un petit peu au cours du temps. Donc, ça, en fait, il se met à jour en fonction justement des données qui sont dans la queue de distribution. Et donc, il est capable de faire ça en temps réel et il va détecter tous ces pics-là en temps réel. Donc, en fait, ce qui est fort là-dedans, c'est que je connais strictement rien à cette statistique. Même, je peux dire, je connais strictement rien en cybersécurité. Et je peux lancer ça. Il va me calculer un seuil avec moi, mon risque que j'ai mis. Donc, c'était 5, 10, moins 4, je crois. Et il va me calculer tout seul un seuil probabiliste en fonction justement des données qu'il voit. Il s'adapte totalement à la distribution qui est en cours. Un autre aspect, c'est que ici, la distribution elle a l'air globalement stationnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérive, elle a l'air d'être globalement la même au cours du temps. Mais je vous montrer qu'on peut l'adapter à des cas où il y a du drift. J'ai un autre exemple, cette fois-ci en finance.
Donc c'est un cas où on va regarder des données des cours boursiers. Et en fait, c'est basé sur un événement qui s'est passé en 2017. Donc il y a eu une petite explosion à Flamanville, et donc à 9 heures. Et en fait, à 11 heures, il y a eu une déclaration officielle d'EDF comme quoi il y a eu un petit incident. Et donc là, l'idée, c'était de voir est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans les actions d'EDF à ce moment-là. Donc, je vous donne les paramètres et je vais vous montrer la démo. Donc là, j'ai un cas où j'ai quand même pas mal de dérives, parce que voilà, ma distribution, elle change un petit peu au cours du temps. Et donc là, cette fois-ci aussi, je calcule un seuil qui est inférieur. Donc c'est tout à fait possible de calculer des seuils supérieurs ou inférieurs. Il n'y a pas de problème. Et on voit que vers 11 heures, j'ai un gros pic qui est détecté en temps réel. Donc là, vous pouvez imaginer faire un achat d'actions à ce moment-là en fait en temps réel, au plus bas. Et voilà, on suit au fur et à mesure la dérive. Donc ça, c'est juste une adaptation en fait de l'algorithme Spot sur des données avec dérive. Et l'idée pour passer à des données comme ça, à une distribution qui est non stationnaire, c'est de regarder en fait, d'utiliser une sorte de moyenne mobile et de regarder justement les écarts à cette moyenne mobile là. Mais sinon, le principe, c'est l'algorithme Spot qui est derrière. Un petit résumé sur Spot. Je reprends tes commandes. Donc c'est un nouveau détecteur d'anomalies, donc une méthode statistique. Il a un seul paramètre qui est important, qui est Q, et c'est un paramètre qui a un vrai sens, puisqu'il a un sens probabiliste. Et en fait, cet algorithme va construire ZQ en fonction du paramètre Q que vous lui donnez. Il ne fait pas d'hypothèse de distribution, donc ça, c'est assez fort, c'est-à-dire qu'il va s'adapter dans plein de cas, et donc il permet aussi de fonctionner en temps réel. Alors, un peu plus qu'un détecteur d'anomalies, je pense que c'est aussi quelque chose globalement en fait, qui va s'adapter dans pas mal de choses, dans pas mal de contextes. Et globalement, en fait, dès que vous avez besoin de seuil un petit peu dynamique ou un peu en aval d'une méthode de scoring, vous pouvez l'utiliser sans problème. Je pense que voilà, ça peut avoir une utilisation un peu plus large que juste faire de la détection d'anomalies. Par hypothèse, j'ai pas mal implémenté, j'ai implémenté pas mal de choses. Donc, vous pouvez trouver l'algorithme sur mon GitHub. Il y a une librairie qui est en C++. Généralement, c'est packagé. Vous pouvez l'utiliser en Python. Et si vous faites du Go aussi, il y a une librairie. Il y a des tutos normalement pour l'utiliser. Voilà. C'est pas très compliqué à utiliser. Donc là, je vous ai montré un petit exemple en détection d'intrusion, mais on allait un petit peu plus loin parce qu'on a développé en fait une sonde, disons une petite sonde, c'est un peu, je dirais une preuve de concept un peu plus, donc qui permet de détecter des attaques réseau à partir justement de l'algorithme Spot. Alors ça s'appelle NetSpot. Bon, c'est pas très original, mais ça fonctionne pas trop mal. Alors, je vais expliquer un petit peu l'architecture. C'est assez simple, mais on va voir dans les exemples qui suivent que c'est plutôt efficace. Donc vous avez un réseau chez vous. Il y a plein de paquets qui transitent sur ce réseau-là. Et ce que fait d'abord NetSpot, c'est qu'il va il va charger en fait des compteurs assez basiques sur les paquets que vous voyez sur votre réseau. Donc, par exemple, il va compter le nombre de paquets, il va compter le nombre d'octets qui passent, il va compter le nombre de paquets IP, le nombre de paquets SYN par exemple, ce que vous voulez. Donc ça, vous pouvez décider. Et par-dessus ces compteurs-là, à une fréquence donnée, donc par exemple toutes les secondes, toutes les 2 secondes, selon votre contexte, on va pouvoir construire des statistiques. C'est-à-dire que par exemple, si je veux calculer, comme dans mon exemple précédent, le ratio de paquets SYN, je vais prendre le compteur qui compte le nombre de paquets SYN, le compteur qui compte le nombre de paquets, et je vais faire basiquement la division entre les deux. Et donc je vais avoir plusieurs statistiques que vous pouvez aussi choisir par vous-même. Et chacune de ces statistiques est monitorée de manière indépendante par une instance de Spot. Donc en termes d'architecture, c'est vraiment simple. Des compteurs, des statistiques à fréquence fixe. Et ensuite, je regarde s'il y a des choses anormales qui se passent dans ces statistiques. C'est vraiment assez simple. Vraiment, je ne vais pas vous vendre plus que ça l'architecture, mais on va voir que c'est quand même suffisant pour faire pas mal de choses. Alors, je ne sais pas si il y en a peut-être parmi vous qui font de la détection d'intrusion ou pas. Pas du tout. D'accord. Globalement,
en détection d'intrusion, il y a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de données. C'est que tout le monde fait un algorithme de dingue, mais il n'y a pas de données pour le tester, parce que personne ne veut partager ces données. Et l'état de l'art en détection d'anomalies réseau, en fait, c'est un algorithme qui s'appelle Kitsune, qui était publié à une bonne conf en fait, en sécurité il y a 2 ans maintenant, et donc qui est à base d'auto-encodeur, qui est à base en gros de deep learning. Et en plus de leur méthode, en fait, c'est qu'ils ont fourni pas mal de captures réseau avec des vraies attaques à l'intérieur. Donc ils n'ont pas généré des choses artificiellement et tout. Ils ont vraiment fait un bon setup et ils ont mis des malwares, etc. Et donc ils ont fourni ces captures réseau-là. Donc ça, c'est vraiment, vraiment plutôt intéressant en détection d'intrusion. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai testé cette petite sonde NetSpot sur ces captures-là. Donc une première attaque, c'est le botnet Mirai. En fait, à la base, c'est un malware en fait, que vous mettez sur un PC. Et ce que va faire ce malware à un moment, c'est qu'il va se réveiller, et il va essayer de voir s'il y a d'autres voisins sur votre réseau. Et en fait, ce petit moment-là où il se réveille, si en gros on monitore la bonne statistique, et ça permet de détecter son activité. Un autre cas d'attaque, donc ça c'est un peu plus, on va dire un peu plus violent, c'est-à-dire que vous allez noyer un serveur avec des requêtes de connexion. Et au bout d'un moment, votre serveur, il va être complètement, il va plus pouvoir répondre. En fait, il va tomber. Et on voit qu'à ce moment-là, justement, enfin un petit peu avant, que Spot est capable de détecter avec un seuil bas, ici le moment où ça flanche. Une troisième attaque, qui elle est un peu plus, je dirais, un peu plus vicieuse. Active Wiretap, dans ce cas-là, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui va brancher un Raspberry Pi sur votre réseau et il va essayer de regarder tout ce qui passe. Donc il va essayer par exemple d'avoir des mots de passe, des choses comme ça qui transitent en clair sur le réseau. Donc on voit ici que Spot, on ne voit pas très bien le seuil, mais bon, ça détecte des pics hauts comme ça. Mais aussi c'est que ça détecte des petits trucs en bas qui sont beaucoup plus intéressants. Si je fais un zoom, donc on voit ici donc Spot qui arrive à détecter tous ces petits pics là. Et en fait ces petits pics, si on regarde plus précisément dans la capture réseau, ils sont précisément dus justement au Raspberry Pi qui a été connecté. Donc là, c'est un cas où Spot en fait, est capable justement de détecter ces signaux faibles et on est capable même de remonter jusqu'à, je dirais, le device qui pose problème. Donc c'est des exemples d'attaques réseau qui sont, on va dire correctement, qui sont, oui, on va dire correctement détectées par la sonde. Ça a l'air de trouver des attaques. Est-ce que ça le fait rapidement? Pas trop mal quand même. Donc ici, on peut se comparer avec une sonde, donc IDS, c'est une sonde de détection d'intrusion, qui est open source, mais qui est à base de règles. Donc c'est pas du tout un truc comportemental à base de détection d'anomalies, c'est juste du matching de règles. Donc c'est globalement, c'est un peu le truc grand public, ce qui est vraiment utilisé sur les réseaux. Et donc Kitsune, c'est l'algorithme à base d'auto-encodeur que j'ai détaillé juste avant. Donc on voit globalement que NetSpot, il va être 10 fois plus rapide que cet algorithme-là. Et il est, on va dire, comparable à des sondes, je dirais, qui sont vraiment utilisées actuellement sur nos réseaux. Donc disons qu'on a une architecture qui est simple, ça détecte des choses pertinentes, et en plus c'est rapide. Donc on peut appliquer Spot dans pas mal de contextes. Donc là c'est un exemple un peu plus avancé en détection d'intrusion, mais ça a quand même quelques limites, et je vais vous en parler un petit peu. C'est que Spot fait pas d'hypothèse de distribution, mais indirectement en fait il va faire l'hypothèse que la distribution elle est unimodale. Alors je vais vous expliquer. Quand vous avez une distribution unimodale comme ça, ce que fait Spot en gros, c'est qu'il est capable de calculer un quantile bas et un quantile haut. Donc pas de problème, c'est exactement ce qu'on veut. Mais quand vous avez une distribution multimodale, comme ici à 2 modes, Spot va faire la même chose. Mais le problème, c'est que ici, je risque d'avoir des anomalies qui apparaissent et qui ne sont pas détectées par Spot. Parce que Spot, il détecte seulement celle à gauche et celle à droite. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, est-ce qu'on peut détecter ce genre de configuration? Donc c'est la transition vers le test d'unimodalité. Et je bois un petit coup. Alors le test d'unimodalité, donc c'est pas du tout quelque chose de très connu. Hein. Disons que la littérature est vraiment très pauvre. Et globalement, l'état de l'art dans ce domaine-là, c'est un papier qui date des années 80, qui a été fait par
Artigan, donc c'est un couple. Et donc ça s'appelle le deep test. Alors c'est un papier plutôt, enfin disons pas récent, mais il a été utilisé assez récemment dans des algorithmes notamment de clustering. Donc peut-être vous avez vu Skinny Deep ou Deep Mints, donc qui sont passés voilà, il y a quelques années avec ADD et ANIPS. Et l'idée derrière le deep test, c'est une idée assez raisonnable, c'est que vous avez une distribution empirique F, et bah, vous calculez la distance entre cette distribution et l'ensemble des distributions unimodales, donc, en norme infinie. Et donc le test, bah, l'idée c'est de savoir est-ce que votre distribution elle est loin ou pas de ce set-là. Si vous êtes très proche, bah, c'est que potentiellement vous êtes plutôt unimodal. Si vous êtes très loin, c'est que votre distribution est plutôt multimodale. Donc ce test il est plutôt pas mal. Donc on voit que, bah, disons qu'il a des bonnes bases qui semblent bah, raisonnables. Il ne dépend pas de la distribution. Ça, c'est plutôt bien aussi. Et il est un peu aussi dans le cadre donc, tout ce qui est test d'hypothèse. Et il fournit en fait des p-valeurs pour savoir si votre test est significatif ou pas. Ça, c'est le bon côté. Alors, le mauvais côté, alors c'est moyennement un mauvais côté, mais on verra par la suite qu'on peut faire un peu mieux. C'est qu'il fonctionne uniquement sur les distributions univariées en dimension 1. Donc ça, on va dire, bon, on va dire que c'est pas si grave que ça. Complexité, que j'ai envie de dire, élevée. Parce que on va dire que c'est en n log n, bon, c'est pas si élevé que ça, mais disons que c'est pas, on peut faire du temps réel avec ça, c'est un petit peu, c'est pas si simple. Et ces p-valeurs qui sont jolies, il faut quand même les précalculer. Donc il y a un petit peu de travail. Alors, généralement dans les algorithmes, il y a un package R par exemple qui le fait. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que il le fait directement au moment où vous faites le test, c'est-à-dire qu'il n'a pas de table précalculée. Il va le faire, donc des fois le test va prendre beaucoup de temps parce qu'en fait il fait des simulations Monte Carlo pour vous donner la p-valeur à la fin. Donc c'est pas trop mal, mais on se dit, est-ce qu'on peut pas faire un petit peu mieux? Et on aimerait bien un test qui soit linéaire, un petit peu plus rapide. Et le deep test à implémenter, il n'est pas simple non plus, parce qu'il faut essayer de faire une interpolation linéaire. Enfin, il y a plusieurs interpolations linéaires à faire dans un peu, je dirais, affine par morceau dans la distribution. Donc c'est pas un algorithme simple à implémenter. Et ce qu'on voulait, c'était essayer de faire un test qui utilise seulement un peu des statistiques basiques des distributions, style moyenne, variance ou voilà, d'autres moments. Voilà, ce genre de choses-là. C'est un petit peu l'idée pour produire un nouveau test. Alors, je vous présentais justement le mécanisme qu'on a mis au point, qui est à la base justement de notre nouveau test d'unimodalité. Alors, ça s'appelle bon, en anglais folding, donc après en français c'est pliage ou repliage selon les goûts. Alors, je vous explique un petit peu l'intuition. Vous allez voir, c'est assez simple. Vous avez ici une distribution qui est multimodale. Bon, elle est bimodale, mais on va dire qu'elle est multimodale de manière générale. Et en fait, cette distribution-là, elle a quand même une variance qui est assez élevée, parce que globalement, les données, elles sont, à cause des modes, elles sont loin de la moyenne. Mais si je trouve un bon point, ici que j'appelle S étoile, et que je fais passer un bout de la distribution à droite, et que je regarde la distribution résultante, donc qui est notée ici, et ben, je vais avoir une variance qui est beaucoup plus faible. Donc ça, c'est le mécanisme de repliage. C'est juste cette intuition-là, c'est bah, si je replie bien, je réduis la variance. D'accord? Alors mathématiquement, en fait, qu'est-ce que je fais? Et ben, je vais en fait, construire un ratio qui s'appelle phi, et je vais regarder la variance finale par rapport à la variance initiale. Je vais voir un petit peu en fait, la réduction de variance par ce mécanisme. Et donc intuitivement, c'est que si ce ratio est très faible, c'est-à-dire que j'ai beaucoup réduit la variance, et ça va signifier que ma distribution est plutôt multimodale. Et quand phi est, on va dire, élevé, ça montre que le mécanisme de pliage n'est pas très efficace, et ça sera plutôt signe d'une distribution unimodale. Alors j'expliquerai un petit peu plus tard justement low et high, ce que ça signifie. Mais globalement, voilà, c'est l'intuition. Je vous ai parlé d'un pivot. Je vous dis qu'on peut trouver un point comme ça qui a l'air de bien faire la symétrie entre les deux bouts entre les deux modes. Comment on choisit en pratique? L'idée initiale, c'est de se dire, j'essaye de prendre celui qui réduit au maximum la variance. Donc celui-là. Ou éventuellement directement faire un inf. Et ça, en pratique, c'est pas terrible.
Alors, disons que c'est une solution qui est intéressante, mais je suis obligé de passer par une routine, en fait, une optimisation derrière. Alors, en fait, surtout, c'est que c'est des choses qui vont bien marcher dans certains cas et pas du tout dans d'autres. Parce qu'a priori, on se dit c'est une optimisation en 1D, bon, ça va, c'est un peu trivial. Enfin, c'est pas, on va dire, pas trop compliqué à faire. Donc, ça pourrait être raisonnable. Mais en fait, il y a pas mal de cas de configuration où ça marche pas très bien. L'idée, c'est d'utiliser un autre candidat qui est pas trop mal. C'est cette fois-ci en prenant la variance de l'écart au carré. Et en fait, cette fois-ci, ce qui est bien, c'est qu'on a une formule analytique. Donc là, ça existe tout le temps dans la mesure où ma distribution elle va avoir un moment d'ordre 3, quoi. Elle est 3 fois intégrable. Donc dans ce cas-là, on va dire que c'est quelque chose en informatique, on a des données finies, donc globalement, ça va marcher. Et donc j'ai une formule analytique qui est bien et qui en plus qui est assez facile à calculer et même à mettre à jour en temps réel, en fait. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de quand est-ce que c'est haut, quand est-ce que c'est bas. Donc j'ai besoin de faire cette différence entre unimodal et multimodal. Et une hypothèse qui est classiquement utilisée dans ce domaine-là, c'est de dire que la distribution uniforme, c'est la pire distribution unimodale. Alors c'est un peu l'intuition, mais disons qu'en fait il y a plusieurs éléments mathématiques qui vous permettent de dire que c'est vraiment la pire distribution unimodale, dans le sens où voilà, si je modifie un petit peu la distribution, je vais être soit du côté unimodal, soit du côté multimodal. Donc généralement, on se sert de cette distribution-là pour faire la frontière entre les distributions unimodales et les distributions multimodales. Alors, si j'utilise cette hypothèse, ben, pourquoi pas? Mais il faut que je vois si mon ratio il respecte bien en fait un peu cet ordre-là entre les distributions. Donc, si on regarde des distributions assez classiques, ben, on peut voir que oui, c'est le cas. J'ai ma distribution uniforme qui est ici. J'ai ici des distributions donc, multimodales comme Bernoulli ou Arcsine. Et à droite, j'ai des distributions unimodales comme la loi normale, la loi exponentielle ou la loi de Laplace. Donc, Phi, il a l'air quand même de bien ranger ces distributions-là en fonction de leur caractère unimodal. Alors, ce qui est un peu plus fort aussi, peut-être on ne le voit pas au premier coup d'œil, c'est que mon phi, il ne dépend pas du tout des paramètres de position et d'échelle de mes distributions. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est une bonne propriété, parce que en gros, à travers une simple statistique, je peux, disons, synthétiser une classe entière de distribution. C'est-à-dire que pour la loi normale, peu importe mu et sigma, eh ben le ratio sera toujours cette valeur-là. Donc ça, c'est assez bien. Alors, il y a juste des cas un petit peu particuliers aussi où je vous montre avec la loi gamma ou la loi bêta qui est symétrique. Alors, leur cas, c'est que le phi en fait, évolue dans des intervalles. Et c'est parce qu'en fait, ces distributions-là, elles dépendent de paramètres de forme et pas des paramètres, et pas uniquement de paramètres de position ou d'échelle. Et ces paramètres de forme-là font que la distribution change vraiment de forme en fonction de leur valeur. Et donc, c'est pour ça que phi va changer en fonction de ces paramètres de forme. Et par contre, il va être indépendant des paramètres de position et d'échelle. Donc ça, c'est les bonnes propriétés voilà, qui sont intéressantes, disons, pour synthétiser des distributions, des classes de distribution. On est bientôt proche du test. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le ratio pour notre variable aléatoire là, et on va la comparer avec la loi uniforme. Ça me crée une statistique. Si ma statistique est plus grande que 1, dans ce cas-là, ça veut dire que ma variable aléatoire, elle est en fait, ma distribution, elle est à droite. Donc, je suis plutôt à droite de la loi uniforme, donc je suis plutôt unimodal. Si ce n'est pas le cas, si je suis plus petit que 1, c'est-à-dire que je suis plutôt à gauche, donc je suis plutôt multimodal. Donc le test en fait est basé sur cette statistique-là, où on compare la loi, enfin les données que vous avez, avec la loi uniforme. Et en plus ici, c'est oui, folding ratio, pardon. C'est le phi, ouais. Et donc là, la loi uniforme, justement, peu importe en fait son range, c'est tout le temps la même valeur. Donc j'ai pas à me soucier, est-ce que c'est uniforme sur 0,1, sur moins 1 ou quoi que ce soit. Ça n'a pas d'importance. Donc j'ai juste à regarder cette statistique-là. Comment est-ce qu'on le calcule en pratique? C'est pas très compliqué, on reprend les étapes. On calcule en fait le pivot ici. On calcule le ratio de repliage là. Et enfin la statistique. Donc on peut voir que c'est une complexité en O de n. C'est linéaire. Il y a besoin en fait de faire 2 passes dans les données parce que ici en fait à cause de, je suis obligé de faire une première passe ici et une deuxième passe là.
et je peux l'adapter justement à des données en stream avec un modèle en fait par fenêtre glissante. Donc ça se fait bien. Donc on peut avoir un test qui est un peu plus efficace que l'état de l'art. Donc là, je vous ai présenté que des distributions univariées. Et de savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire ça pour des distributions multivariées? Alors pas forcément en dimension 100 000, mais un petit peu des petites dimensions. Et en fait, il y a un problème, c'est même un problème majeur, je dirais, c'est que globalement, il y a plusieurs définitions d'unimodalité dans le cas multivarié. Alors par chance, en dimension 1, elles coïncident toutes, mais dans le cas général, il y en a plusieurs. Et du fait qu'il y en ait plusieurs, ça rend extrêmement difficile le fait de généraliser des choses qui sont en dimension 1 vers des dimensions supérieures. Alors nous, donc la définition qui est assez naturelle et qu'on a utilisée, c'est de dire, globalement, on est unimodal, enfin, une distribution elle est unimodale. Si vous mettez au niveau du mode, et peu importe la direction que vous prenez, vous allez descendre. Globalement, c'est un peu l'intuition. Donc ça s'appelle star unimodality. C'est en fait une unimodalité en étoile. C'est-à-dire que vous pouvez avoir justement des distributions en étoile qui respectent en fait cette définition-là. Ok, bon, j'ai une définition. Maintenant, j'avais mon joli folding là, ça marchait bien en dimension 1. Comment est-ce que je fais? Comment en fait je vais généraliser mon pivot là pour le faire fonctionner en dimension supérieure? L'idée, c'était juste de garder un point et de conserver toujours mon point S2 étoile en fait comme un centre de symétrie. Donc mon centre de symétrie en dimension 1, c'est toujours un point après en dimension supérieure. Et donc je vais pouvoir de nouveau en fait trouver en dimension supérieure un point qui va vérifier ça. Il y a aussi une solution analytique. Donc il n'y a pas de problème en fait en utilisant cette généralisation là. Et toutes les bonnes propriétés qu'avait FTU, qu'avait le test, globalement je peux facilement les porter dans le cas multivarié. Si je vous fais un petit peu la synthèse ici, c'est que voilà, pour calculer ici en dimension 1, et là en fait en dimension supérieure, globalement j'ai juste changé les valeurs absolues en des normes. C'est vraiment la généralisation, je dirais, qui est assez simple, assez, je dirais, jolie, assez directe en fait du test. Bon, on va essayer de l'appliquer. Donc pour l'appliquer, on va s'attaquer à un problème vraiment très pertinent, c'est de savoir, on va prendre le dataset de Pokémon, qui a donc à peu près plusieurs centaines d'observations, dans un espace, disons, dimension 21. Et on ne va pas utiliser donc, toutes ces dimensions-là, mais on va se restreindre à seulement les caractéristiques de combat des Pokémon, donc il y en a 6. Et la question, c'est de savoir, globalement, considérant ces caractéristiques de combat, est-ce qu'il y a des groupes de Pokémon, ou d'autres diraient, est-ce qu'il y a des clusters de Pokémon? Alors, quand on vous pose cette question-là, alors moi, généralement, la première chose que je vais faire, c'est je vais faire un pair plot. Donc, je suis en dimension 6, donc ça tient encore sur la slide. Ce qu'on peut voir, globalement, ça a l'air d'être... alors, indépendamment, c'est sur chaque projection, c'est unimodal. Même les projections 2D, ça a l'air d'être globalement des pâtés plutôt unimodaux. Alors, donc on a une bonne intuition, mais juste avec ces projections-là, en fait, ça ne suffit pas vraiment pour décider si c'est une distribution unimodale. Disons que ça donne une bonne intuition, mais ça ne suffit pas. Alors je veux trouver des groupes. Alors l'autre solution, c'est de se dire, je vais lancer des algorithmes de clustering dessus. Donc des classiques, des mixtures de gaussiennes et des choses un peu plus, je dirais, des choses un peu plus récentes. Et si je fais ça, en fait, donc dans cette expérience-là, je peux voir deux choses. La première chose, c'est que les algorithmes ne sont pas d'accord. Donc il y en a certains qui disent 2, 3, 4, il y en a qui disent beaucoup. Donc globalement, ils disent tous plus de 1. Okay, mais ils ne sont pas d'accord. Et si je regarde la qualité de leur clustering, qui ici est mesurée par la silhouette, donc généralement, il faut avoir une silhouette proche de 1 pour avoir une bonne qualité de clustering. On voit que globalement, la qualité n'est pas top, mis à part peut-être MinShift qui se détache un petit peu. Mais globalement, c'est si je fais cette expérience-là, en fait, je ne peux rien dire. Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais ça n'a pas l'air terrible, donc j'en sais rien. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Mais par contre, si j'utilise le test, je vois qu'en une simple statistique, qui est très grande devant 1, je peux dire que globalement, ma distribution en dimension 6, elle est unimodale. Donc ça ne sert à rien que je cherche des clusters dedans.
si je dois résumer donc, ce nouveau test d'unimodalité, donc c'est un nouveau test. Donc c'est le premier à être multivarié et aussi le premier à avoir une complexité linéaire et on peut l'adapter justement dans des flux de données. Et voilà, après il est assez simple à implémenter. Il utilise seulement des, comment dire, des statistiques simples comme la variance, la covariance et l'espérance. À quoi ça peut servir? Donc, par exemple, dans ce cas-là, un peu comme une première description de vos données. C'est-à-dire que ça va permettre de dire directement en fait, comment sont vos données plutôt unimodales ou plutôt multimodales. Et donc, c'est une première utilisation. Et une deuxième utilisation aussi, ça peut aussi aider à paramétrer certains algorithmes de clustering pour savoir justement si les clusters qu'il output en fait, sont pertinents ou pas. Donc, c'est des cas d'usage. Pareil, si vous voulez l'utiliser, il y a à la base une librairie C++, pareil du Python par-dessus. Et j'ai fait aussi un package R. Je ne suis pas très fort en R, mais voilà, disons que c'était pas très compliqué à faire. Donc, par contre, il peut pas. Voilà, c'est juste pour faire en batch sur vos données. Vous ne pouvez pas le faire en stream. Donc, voilà, il y a plusieurs implémentations si vous voulez l'utiliser. Alors, j'ai parlé de clustering. Ça a l'air quand même d'être proche du clustering, hein. C'est quand on cherche un peu des modes, en fait, on cherche des clusters. Et on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même l'utiliser vraiment pour faire du clustering? Pas juste l'aider, mais vraiment faire du clustering. Le problème, c'est que FTU, j'ai envie de dire qu'il est trop simple. C'est-à-dire qu'il fonctionne bien dans pas mal de cas. Il y a des cas où il se plante. Il y en a. Et c'est notamment dû au fait que l'approximation que je fais sur le pivot, en fait, des fois, elle fait complètement planter le... En fait, cette approximation-là, des fois, ce n'est pas un très bon candidat. Et en termes d'information, pareil, j'ai pas grand-chose. J'ai juste un point, mon S étoile, et j'ai pas du tout la localisation des modes. Donc pour faire du clustering avec ça, on n'est pas très bien, quoi. Et donc l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on peut essayer d'équilibrer ces propriétés-là, essayer de se dire, est-ce qu'on peut pas avoir un test qui fournit un peu plus d'informations, qui soit un peu plus compliqué. Donc on a réfléchi à ça, et on est revenu sur notre généralisation. C'est que j'ai dit que mon S étoile, quand je le généralise, je prends mon point, c'est un centre de symétrie, et je le généralise comme un centre de symétrie qui est toujours un point en dimension élevée. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas prendre ce point-là et le généraliser, enfin le considérer que c'est un axe de symétrie? Et ça, comment est-ce que je le généralise en dimension supérieure? Par un hyperplan. Donc pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire ça? Mon point que j'ai ici, là, donc ça ressemble en plus à un axe. Hein. Là j'ai mis un trait, mais en vrai c'est un point. Hein. Est-ce que je ne pourrais pas plutôt chercher le meilleur hyperplan en fait, qui replie mes distributions? Ça a l'air d'être beaucoup plus joli quand même de prendre ça. Alors voilà, disons que ça motive. On se dit ouais, ça a bien marché. Le problème c'est que là c'est beaucoup plus compliqué en fait que dans le cas précédent. C'est que là je travaille pas déjà en dimension 1 juste avec des normes ou des choses comme ça. C'est que là je suis obligé de travailler constamment en fait en dimension élevée. Donc la variance globalement la généralise avec la trace de la covariance. Donc ça fait en gros la somme des variances dans toutes les directions. Et j'ai tous les petits tricks utilisés avant, on ne peut pas trop les utiliser là. Si je vous écris même justement la variance repliée, en fait il faut que je résolve ça, où je cherche le meilleur hyperplan qui est donné donc, par un vecteur normal et une ordonnée à l'origine. Il faut que je trouve le meilleur hyperplan en fait, qui minimise ici, donc ça c'est l'expression de ma variance repliée, quand je la replie par rapport à un hyperplan. Et ça, c'est plutôt compliqué à faire parce que, notamment, ici, j'ai des valeurs absolues. Et généralement, quand j'ai des valeurs absolues, on ne fait pas grand-chose. Donc, on peut quand même faire des choses. Déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut montrer que ce problème d'optimisation-là, on peut montrer qu'il a vraiment une solution. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un 1, chercher une borne 1 sur un truc comme ça, c'est que je peux vraiment trouver un hyperplan qui minimise ce truc-là. Donc il y a on peut faire un vrai théorème d'existence de cette solution-là. Donc je pourrais, avec cette théorème d'existence, on va dire, je peux définir ma nouvelle variance foldée donc, dans ce cadre-là, comme justement cet optimum-là. D'accord? Alors maintenant, comment est-ce que je vais construire un test à partir de ça? Exactement de la même manière que précédemment. Je vais prendre mon nouveau ratio, où je vais prendre la variance finale par rapport à la variance initiale. Donc comme je vous ai dit ici, je prends la trace de la covariance.
Et après, ben, je vais comparer avec la loi uniforme. Donc la loi uniforme, en fait, bon, pareil, ça dépend pas de ma boule uniforme. Et je vais pouvoir prendre, donc je prendrai justement cette référence-là pour créer ma statistique. Et je vais pouvoir dire justement si je suis meilleur que la loi uniforme, alors je suis plutôt unimodal. Et si je suis en dessous, alors ma distribution est plutôt multimodale. Donc on peut généraliser, mais quitte à trouver ça, parce que là, je l'écris, c'est joli, mais en pratique, on veut vraiment le calculer. Donc, ce qu'on peut faire, on peut toujours mettre ce problème-là dans un solver avec contrainte, par exemple, si on veut par exemple que la norme de l'hyperplan du vecteur normal soit de norme 1, par exemple, pour éviter d'avoir trop de solutions. Donc, on peut toujours le mettre dans un solver par contrainte, ça va fonctionner et ça trouve une bonne solution. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous montrer qu'il y a une autre solution qui est beaucoup plus sympa à utiliser et qui ressemble beaucoup en fait, à pas mal de méthodes itératives comme K-means. Vous avez vos données là, donc on a l'impression quand même qu'il y a 2 clusters. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez un hyperplan de manière aléatoire dans les données. Donc ça va vous scinder vos données en 2 parties. Ici vert et violet. Et ce que vous allez faire, c'est que on va prendre les centres de ces 2 clusters-là. Et après, on va mettre à jour l'hyperplan pour qu'il soit médian en fait, à ce segment-là, comme ceci. Donc je vais avoir un nouveau cluster là, et j'itère jusqu'à convergence. Et donc ça finit par converger. Donc là, ça se fait assez bien. Et en fait, on peut montrer qu'en faisant ça, on résout le problème que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, je peux le calculer, on va dire, de manière plus efficace. En comparaison avec FTU, disons qui est beaucoup plus simple, HFTU, lui, il cherche plutôt, enfin lui, il est basé sur un problème d'optimisation, donc qui a priori n'est pas forcément simple à résoudre, mais on peut quand même trouver des manières, disons, plutôt malignes de le résoudre. Donc ça, je dirais que c'est le bon point. On va dire que c'est pas si mal. Et ce qui est quand même beaucoup mieux, c'est qu'on n'a pas juste un point. C'est que cette fois-ci, mon test, il sort un hyperplan et il me sort aussi des centres. Et quand j'ai un hyperplan et des centres comme ça, eh ben c'est beaucoup plus riche en fait justement pour faire du clustering. Donc j'expliquais juste après comment on se sert de ça pour faire du clustering. Donc ça c'est plutôt vraiment les recherches, je dirais récentes de ma thèse. Ça date voilà, de l'année dernière, donc c'est je dirais les moins aboutis, ou donc c'est plutôt exploratoire, mais avec ce que je vais vous montrer, ça va déjà vous donner un peu un aperçu que ça peut vraiment être applicable. Alors quand on fait du clustering, généralement, ce qu'il faut se dire, c'est que tout le monde a raison. Parce que en fait, ce que fait un algorithme de clustering, c'est qu'il sort des clusters qui sont valides selon lui. Donc c'est vrai que des fois, on a des grandes trousses et on se dit, bon, bah, voilà, on trouve exactement les bons clusters. Mais globalement, l'algorithme de clustering, il va vous sortir une certaine famille de clusters. Alors généralement, si on veut dire, on veut sortir des clusters gaussiens, des clusters sphériques, enfin ce que vous voulez. Et moi, ce que je vous dis, c'est que je vais essayer de travailler dans un cadre qui est très générique, même quasiment le plus générique. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas des trucs gaussiens ou des choses d'une loi quelconque. C'est que je veux que juste mes clusters soient unimodaux. Et globalement, à l'œil nu, en fait, c'est ce qu'il y a de plus naturel quand vous allez regarder des données. Globalement, quand vous avez des données qui sont des groupes qui sont unimodaux, globalement, c'est ça ce qui fait que vous allez considérer un groupe de données comme un véritable cluster. Donc, ça s'appelle UAC. Alors, une des tâches du clustering, c'est de savoir le nombre de clusters. Donc, typiquement, vous avez K-means et vous voulez trouver le cas du K-means. Les techniques qui cherchent le cas du K-means, globalement, elles utilisent K-means. Et les techniques sont soit globalement exhaustives, c'est-à-dire que vous prenez K égale 1, K égale, etc., et vous essayez tous les cas, et vous lancez K-means. Ou soit des approches qui sont, je dirais, un peu plus fines, qui, globalement, repartent pas de zéro, mais vont essayer de splitter chaque cluster un peu au fur et à mesure de manière incrémentale, jusqu'à ce que tous les clusters soient valides au sens d'un certain critère. La différence entre ces algorithmes, c'est justement quand est-ce qu'en gros on split ou pas les clusters. Alors, je vous montrer quelques exemples. Donc, je le mets quand même dedans. La méthode Elbow, et on va voir que ça a l'air assez trivial comme méthode, mais c'est, je pense, de loin une des meilleures à utiliser quand vous cherchez le cas du K-means.
Après, vous avez des méthodes en fait, qui utilisent des critères qui font plutôt directement l'hypothèse que en fait, les clusters sont gaussiens. Donc, vous connaissez peut-être sûrement comme Xmin ou Gmin, qui ont la chance d'être linéaires en le nombre de données. Et je vous parlais aussi de DeepMints, qui lui justement c'est le premier algorithme de clustering qui est basé sur l'ULC, donc qui lui va essayer de sortir des clusters qui sont unimodaux. Donc ça c'est assez sympa, mais ça se fait au détriment de paramètres et aussi d'une complexité un peu élevée, qui fait qu'en pratique c'est pas trop utilisable. Et on le verra juste après. Donc voilà, j'ai des exemples qui ont des critères. Moi j'aimerais bien utiliser HFTU pour faire un truc similaire, c'est-à-dire utiliser K-means et HFTU pour trouver le cas du K-means. Ça s'appelle Phi-means. Alors l'idée c'est de, vous avez vos clusters là. Et je vais commencer avec K égale 1, donc ici j'ai un cluster. Je lance mon test. Ce que fait mon test, donc il me sort un hyperplan ici. Ma statistique phi me dit que c'est plutôt multimodal. Et j'ai aussi mes deux centres là. Donc comme il me dit que c'est plutôt multimodal, je vais relancer K-means en partant de ces deux centres-là. Et donc je vais avoir ces deux clusters-là. Et après, je regarde chacun des clusters. Celui-là, il a l'air OK parce que ma statistique est plus grande que 1. Et celui-là, en violet, il n'est pas encore bon parce que ma statistique est faible. Et donc pareil, j'ai mon hyperplan avec mes deux points et je vais relancer K-means en partant de ces points-là. Et je vais arriver à ce clustering-là. Ce qu'on peut voir ici, c'est que quand je fais le test final, donc lui, il est toujours bon, lui, il est bon. Lui, on va dire qu'il est aussi bon. Alors, on va se dire, oui, mais la statistique, elle est quand même plus petite que 1. Et en fait, ça, justement, ce sont disons que la borne de décision, en fait, pour des raisons de p-valeur, globalement, elle se réduit un petit peu. Des fois, en fait, le cluster il va être accepté comme valide quand la valeur est quand même proche de 1. Donc, c'est le fonctionnement de Phi-means, donc qui utilise HFTU. Oui. Ouais. Alors en fait, je vais le montrer juste après. C'est que en fait, Phi-means, donc quand je démarre avec k égale 1, en fait c'est la moyenne que je prends comme initialisation. Enfin, même je fais aucun run, mais quand j'utilise HFTU, donc HFTU il sort les centres de part et d'autre en fait de l'hyperplan, et justement je vais me servir de ces centres-là comme initialisation. Et je vais montrer qu'en fait en faisant ça, en fait K-means c'est plutôt bien initialisé. Mais je vais le montrer juste à la fin. Voilà. Alors, donc ça, c'est tout que vous pouvez voir, par exemple, sur scikit-learn. Donc, c'est un peu des exemples joués, où je vous montre donc, plusieurs techniques en fait, qui utilisent K-means pour trouver le nombre de clusters. Ce qu'on peut voir, c'est que Elbow, il n'est pas si mal que ça. Même globalement, en vrai, moi, j'étais plutôt assez réticent à utiliser Elbow, parce que bon, on se dit c'est quand même pas très malin. Mais en pratique, ça fait le taf quand même. Quand on regarde les wrappers qui font l'hypothèse que les clusters sont gaussiens, mais ils ont tendance à trouver beaucoup de clusters, donc comme dans les triangles ou dans les chevrons là. Quand on regarde DeepMints, donc qui lui est à base d'unimodalité, alors lui il est beaucoup plus robuste, il n'est pas trop mal. Alors il y a quelques fois où il n'est pas terrible, un peu là avec les triangles. Et quand on voit Phi-means, globalement il ne se comporte pas trop mal, sauf ici dans le cas anisotropique, où il a tendance justement à trouver plusieurs clusters. Donc là, en fait, on voit justement que le fait d'utiliser une hypothèse d'unimodalité des clusters, je peux trouver quand même une variété plus large de clusters. Bon, évidemment, tout le monde n'a pas des clusters en chevron, mais c'est juste pour montrer en fait un cas d'usage où, quand on a des distributions biscornues, si vous utilisez un truc comme Xmin ou Gmin, ça risque de ne pas marcher. Alors, que dire maintenant des temps d'exécution? Globalement, DeepMints, il est un petit peu dans les choux. Donc là, on voit directement sa complexité, c'est-à-dire que si vous avez 1000 données, il faut plus de 10 secondes pour trouver les clusters. Donc 1000 données, 10 secondes, c'est quand même conséquent. Elbow, ça reste utilisable. En fait, évidemment, ça va dépendre de votre Kmax que vous utilisez. Globalement, ça reste quand même utilisable. Et on voit que Phi-means, il est quand même comparable. Il fait partie des plus rapides en fait à opérer. Donc ça, c'est encore un bon point de cet algorithme-là. Et enfin, justement, on va parler d'initialisation. Et je vais comparer ces algorithmes-là en termes d'utilisation de K-means. C'est-à-dire que donc tous ces algos-là utilisent K-means à un moment. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'ils l'utilisent beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup d'itérations de K-means? Là, ce qu'on voit, c'est que Phi-means,
il fait extrêmement peu d'itérations de K-means par rapport aux autres. Et avec cet élément-là, ce qu'on peut en déduire, c'est que justement le test HFTU qui permet de construire l'hyperplan et de trouver les deux centres, ces deux centres-là qui sont trouvés, ils sont extrêmement pertinents pour initialiser K-means. Ce qui fait que même peu importe, on va dire le nombre de clusters, j'ai un très faible appel en K-means. Globalement, en fait, on utilise K-means, mais j'ai envie de dire, on pourrait presque s'en passer. Pour résumer, donc c'est un nouvel algorithme de clustering qui lui est basé sur l'hypothèse d'unimodalité des clusters. Il y a une complexité linéaire, donc c'est le premier aussi, en comparaison avec DeepMinds qui lui a une complexité quadratique. Il a un seul paramètre en fait qui est justement un seuil de p-valeur. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il utilise très peu K-means. Donc c'est un travail qui n'est pas encore abouti. Il y a pas mal de choses qui peuvent être ajoutées. On peut peut-être l'appliquer de manière incrémentale ou aussi avec des noyaux. En ce moment, je ne réfléchis pas trop à ça, mais je sais que c'est des perspectives qui sont envisageables. Et si je dois faire une conclusion globale, ce qu'on a essayé de faire, c'est développer de nouvelles méthodes statistiques, comme Spot pour la détection d'anomalies ou des nouveaux tests, qui ont essayé de casser certaines barrières, notamment en termes de complexité ou de montée en échelle. Et en fait, c'est plutôt des algorithmes assez simples. Il n'y a pas de paramètres, je dirais, compliqués, c'est pas des usines à gaz. Ils sont assez simples à paramétrer. Et ce, c'est que les paramètres, ils ont du sens. Ils vont avoir un sens probabiliste ou statistique. Et globalement, ils sont assez génériques, c'est-à-dire qu'ils vont faire peu d'hypothèses sur les données que vous utilisez, et vous allez pouvoir les utiliser finalement dans pas mal de contextes, sur pas mal de jeux de données différents. Et on essaie de faire ça aussi en essayant d'aller le plus loin possible, que ces algorithmes soient vraiment utilisés dans des plus gros pipelines ou jusqu'à des applications, comme nous dans le cas de la sonde de détection. Voilà, juste une petite dernière slide pour ce qui peut en découler ou ce qui resterait encore à faire. C'est là où je travaille un peu plus en ce moment. C'est que je vous ai parlé un petit peu des tests en termes d'intuition. Et empiriquement, en fait, ça fonctionne. Et aujourd'hui, je suis en train de travailler justement pour le montrer que théoriquement, ça fonctionne. Donc, je ne suis pas trop loin du résultat. Et disons que je pense que je vais pouvoir montrer que mon test, si je prends une distribution unimodale, en théorie, il est juste. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. En termes de détection d'anomalies, Spot, il fonctionne que sur les données univariées. Donc ça, c'est un petit peu limitant, je dirais, en pratique, où généralement, on a des données un peu plus riches que ça. Et voilà, ça, c'est vraiment un énorme obstacle. C'est de savoir est-ce qu'on peut un peu généraliser ça à des données multivariées. Et en fait, le problème, c'est que la théorie des valeurs extrêmes, ça ne fonctionne plus du tout en dimension supérieure à 1. Et si l'on cherche justement, pas cette fois-ci un quantile, mais un contour de probabilité, tel qu'à l'extérieur, ce soit égal ou inférieur à Q, ça, c'est extrêmement compliqué et on ne sait pas le faire aujourd'hui. Et globalement, voilà, disons que dans cette thèse, j'essaie de développer plutôt des méthodes statistiques. Et je pense qu'il y a pas mal de domaines du data mining qui sont, je dirais, très informatiques, où souvent, ces techniques qui vont être assez complexes à mettre en œuvre. Et je pense que voilà, ce genre de technique, ça peut aider soit à filtrer les données, soit à accélérer certains temps, ou voilà, à relâcher certaines hypothèses. Donc, voilà, de manière générale, pour vous dire un petit mot sur les méthodes statistiques de manière plus générale au data mining. Donc, je vous remercie. Oui. Est-ce que ton algorithme, il est robuste aux outliers? Typiquement, quand tu fais de la recherche d'hyperplan? Alors, est-ce que c'est robuste aux outliers? En fait, oui, ça va être très robuste aux outliers. Pourquoi? Parce que globalement, moi, ce que je vais chercher, c'est genre des variances ou des choses comme ça. Donc, c'est déjà des données en fait qui sont macroscopiques et ces données qui vont évidemment dépendre si vous avez des données extrêmes, mais globalement, on va chercher des comportements moyens qu'il y a dans vos données. Donc, si vous avez un outlier là, ça va modifier un petit peu la variance de votre nuage là, mais que un petit peu. Ce qui fait que même si vous avez pas mal d'outliers, l'hyperplan, il sera robuste à ça.
parce que justement, il est basé sur des statistiques descriptives qui sont, je dirais, plutôt globales que locales. Ouais. Le centre, par contre, il risque d'être un petit peu... ça va un petit peu le modifier aussi. Mais pareil, c'est plutôt une donnée globale. Donc, c'est pas comme si je cherchais, par exemple, d'autres statistiques qui, elles, vont être beaucoup plus dépendants des outliers, quoi. Ah oui. En vrai, en vrai, mais si vous avez 2 points, il va trouver un hyperplan. Après, c'est vrai que, en fait, l'idée qui est toujours derrière, c'est que moi j'ai des données et je cherche en fait un hyperplan qui puisse être le plus vraisemblable en termes de la distribution génératrice, enfin la distribution sous-jacente qui génère ces données-là. Alors c'est vrai que si je veux quelque chose qui est très fidèle, ben, comme c'est une méthode statistique, je veux qu'il y ait le maximum de données pour que ça décrive au maximum la distribution sous-jacente. Mais après, si vous avez que quelques données, il va être capable de le faire. Sauf que bah, peut-être que vous avez que 5 données. Bah, le problème, c'est que ce truc-là, ça va pas être très bien décrit avec 5 données. Donc, il ne pourra pas faire plus fort, quoi. Oui. Alors, je sais qu'il y en a pour le cas gaussien. Dans le cadre gaussien, où c'est des mixtures de gaussiennes, je sais qu'il y a des estimateurs qui sont à base de skewness et kurtosis. Je ne sais pas si ça se généralise bien. Euh, Peut-être que ça pourrait donner peut-être une information supplémentaire. Après, moi, ce que j'ai pu voir justement récemment, c'est que en utilisant entre guillemets juste jusqu'à la variance, je peux montrer que, je suis pas trop loin du résultat que, en gros, si j'ai une distribution unimodale, ça va fonctionner. Donc a priori, j'aurais pas besoin de plus de choses. Après, bon, on n'a pas des distributions théoriques, mais on a juste généralement des points. Peut-être que ça peut être une correction à apporter en plus ou pour préciser justement peut-être des cas où on aurait des choses aberrantes. C'est une possibilité. Je pense que c'est une idée. Oui. Ouais. Ouais. C'est ça. Alors en fait, donc alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail. C'est que donc cette classe de fonction qui est, oui, c'est un petit peu long quand même. Je vais y arriver, hein. Hop, hop. Cette classe de fonction là, ça a un nom. Ce sont des distributions de Pareto généralisées. Donc, disons que globalement, en fait, on peut toutes les capter dans une seule classe. Donc cette classe, elle a évidemment des paramètres. Et selon les valeurs des paramètres, justement, on a des espèces de changements en termes euh, de, de smoothness, enfin de dire si les fonctions sont continues ou dérivables, en fait, ça va changer ça. Donc globalement, en fait, on va essayer d'optimiser ces paramètres-là de la classe, trouver les paramètres les plus vraisemblants. Et donc il y a 2 paramètres à trouver. Et il y a un petit trick qui permet justement de réduire cette recherche à 2 paramètres en une recherche à un paramètre. Mais globalement, c'est quand même pas quelque chose de simple parce que il y a pas mal de, je dirais, de minimum ou de choses comme ça. Et il y a des, en fait, il y a des, par exemple, 0, ça va tout le temps être solution. Il y a des choses comme ça. Donc, disons que je vais avoir plusieurs candidats. Et après, je vais regarder bah, la fonction que je cherche à minimiser et je vais regarder la meilleure valeur. Merci.